Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis dans un parc national en Virginie et plus précisément sur une route panoramique de ce parc, la promenade coloniale qui va de la rivière York à la rivière James et relie les 3 points du triangle historique de Virginie, Jamestown, Williamsburg et Yorktown. Il y a des emplacements de parking où les amoureux peuvent se garer pour admirer le coucher de soleil sur la rivière ou se faire des câlins. C'est dans cette zone boisée et magnifique qu'au moins 4 couples ont disparu ou ont trouvé la mort sous les coups d'un tueur anonyme. Kathleen Thomas a 27 ans. Elle vit à Lowell dans le Massachusetts et est une jeune femme très brillante. Elle a obtenu son diplôme de l'US Navy Academy en 1981 et est officier de marine depuis 5 ans. Elle se rend compte que ce milieu à cette époque n'est pas encore très ouvert aux femmes et qu'il y a peu de possibilités pour elle d'évoluer dans sa carrière. Elle quitte l'armée en mai 1986 pour entamer une carrière d'agent de change dans une société de Virginia Beach où elle cartonne et se fait un salaire plus que confortable. Elle décide de reprendre des études en administration des affaires à l'université Old Dominion. La jeune femme vient de rompre avec sa petite amie et rencontre par le biais de celle-ci Rebecca Dowski, âgée de 21 ans, originaire de Poughkeepsie à New York. Rebecca a pas mal voyagé grâce au métier de son père qui travaille pour IBM. Elle a notamment vécu à Paris et parle très bien le français. Elle est diplômée de l'école américaine à Paris. De retour aux États-Unis, Rebecca fréquente les meilleures écoles de commerce où elle obtient d'excellentes notes. Elle est très studieuse. Lorsqu'elle rencontre Cathy, c'est le coup de foudre pour toutes les deux. Le jeudi 9 octobre 1986 dans la soirée, les deux jeunes femmes se retrouvent avec des amis au laboratoire informatique du campus William et Mary. Le week-end qui arrive est plus long car c'est le Columbus Day. Rebecca prévoit de faire le trajet en voiture pour aller voir sa famille, pour profiter de ce long week-end avec eux et avec ses anciens amis du Dickinson College. Le 10 octobre, Cathy ne se présente pas au travail. Ni elle ni Rebecca n'ont été vues ce fameux week-end. Le 12 octobre, vers 17h30, un jogger qui court le long de la rivière York aperçoit un véhicule dans une drôle de situation à proximité de la borne de 9 km du Colonial Parkway. La voiture, une Honda Civic blanche de 1980, est dans les ronces au bord de la rivière, juste à côté d'une zone de ruissellement. Le jogger trouve étrange que ce véhicule se trouve là et pense à une voiture volée. Il prévient les park rangers. Ceux-ci pensent qu'un chauffeur ivre a accidentellement conduit sa voiture dans ce talus de ronces et en font le tour. Et là, ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un accident. 2 corps se trouvent dans la voiture, qui est en fait celle de Cathy. Rebecca se trouve allongée sur la banquette arrière et Cathy sous le haillon. Les park rangers espèrent pouvoir sauver les 2 femmes et brisent la vitre arrière, mais il est trop tard. Le FBI est chargé de l'affaire. Les corps des 2 malheureuses ont été aspergés de carburant, probablement dans le but de faire disparaître tout indice éventuel, sans succès. Des allumettes et mégots de cigarettes utilisés pour la tentative d'incendie sont retrouvés dans la zone de ruissellement. Comme il n'a pas réussi à incendier la voiture, le tueur l'a probablement poussée sur le talus en espérant qu'elle tombe dans la rivière, sans succès à cause des ronces qui ont empêché la voiture d'avancer. Les sacs à main de Cathy et Rebecca sont dans l'habitacle, celui de Cathy caché sous le siège conducteur et celui de Rebecca sous le siège passager. L'argent n'a pas été volé. Par contre, le portefeuille de Cathy est sorti et se trouve sur le sol de la Honda. Plus de 150 empreintes digitales sont retrouvées dans le véhicule, mais il n'y a aucune correspondance avec les fichiers. Le peu de sang retrouvé dans la voiture leur fait penser qu'elles ont été tuées en dehors et remises dedans ensuite, afin de faire disparaître la voiture avec les corps. Les autopsies révèlent l'horreur qu'elles ont vécue. Leurs corps sont couverts d'hématomes. Leurs cous et leurs poignets ont des traces de brûlures dues aux cordes qui ont servi à les attacher. Elles ont été étranglées et ont eu la gorge tranchée. Selon l'angle des coupures, le tueur est droitier. Il n'y a aucun signe d'agression sexuelle. Elles ont d'ailleurs été retrouvées complètement habillées. Cathy s'est défendue bec et ongles. Elle a des blessures de défense et une touffe de cheveux est découverte dans une de ses mains. Dans la marine, elle avait appris à se défendre. L'agresseur doit être un homme costaud.
Ces éléments excluent l'ex-petite amie de Cathy qui a été soupçonnée mais vite écartée de la liste des suspects. Pas de vol, pas d'agression sexuelle, quel est donc le mobile de ce crime barbare? La voiture de Rebecca est retrouvée garée sur le campus du collège de William and Mary. Ses bagages sont prêts à l'intérieur pour le voyage qu'elle avait prévu dans sa famille. Personne ne sait où elles se sont rendues après être sorties du laboratoire informatique le 9 octobre dans la soirée. L'enquête ne donne rien, aucun suspect et même pas de mobile clair. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais d'autres victimes vont suivre. David Knobling est un jeune homme qui vit à Hampton en Virginie. Son enfance est perturbée par le divorce de ses parents et son comportement s'en ressent. Il est considéré comme un enfant à problème et est envoyé à l'école militaire qui lui fait le plus grand bien. Il quitte cette école à 17 ans et retourne dans sa famille où il travaille pour l'entreprise d'aménagement paysager de son père. Il s'achète une camionnette noire Ford Ranger qu'il bichonne et est fier de réparer lui-même. Il se trouve ensuite un emploi de vendeur de systèmes de purification d'eau. Et ce boulot tombe bien car David, qui a maintenant 20 ans, vient d'apprendre que sa petite amie est enceinte. Le soir du 19 septembre 1987, David emmène son petit frère Michael et son cousin Jason voir la comédie Dragnet en compagnie d'une amie de Michael, Robin Edwards, qui a 14 ans. Robin, malgré son jeune âge, a déjà quelques fugues à son actif. La dernière a conduit un juge à demander une évaluation psychiatrique de Robin. Après toutes ces fugues, elle finit toujours par revenir à la maison. Notre quatuor est donc réuni pour aller voir cette comédie, mais il n'y a plus de place. Ils se rendent donc à la place dans une arcade pour jouer aux jeux vidéo. Robin semble beaucoup plus intéressé par David que par Michael. David ramène tout le monde à la maison. Il dépose Robin chez elle vers 23h et rentre chez lui. Mais son frère pense que David a prévu de retrouver Robin plus tard. Sa mère le voit juste après minuit quitter la maison. Le 20 au matin, le père de Robin trouve la porte de la maison familiale ouverte et Robin manque à l'appel. Personne ne voit David et Robin de toute la journée. Le 21 septembre, juste après minuit, un policier, Joey Willard, patrouille et voit un véhicule dans un parking du côté sud du pont de la rivière James, à 35 km de l'entrée de la promenade. Il ne se tracasse pas tout de suite car cet endroit est réputé pour les rendez-vous amoureux. Cependant, plusieurs détails attirent son attention. Les deux portières sont grandes ouvertes, le moteur tourne, la radio est en marche et les essuie-glaces fonctionnent. Il n'y a personne à l'horizon. Des vêtements sont soigneusement pliés sur les sièges et 2 paires de chaussures sont aussi dans la camionnette. Les familles de David et Robin sont informées de la trouvaille du Ford Ranger et le père de David dit immédiatement que quelque chose de grave est arrivé car son fils n'aurait jamais abandonné son véhicule. Et il avait raison. Le 23 septembre 1987, un jogger courant le long de la rivière James tombe sur le corps de Robin au bord de l'eau. Les recherches se concentrent dans cette zone et le corps de David est retrouvé tout près de celui de Robin, accroché dans des algues. L'autopsie révèle que les 2 jeunes ont été tués d'une balle dans la tête. David a en plus une balle dans l'épaule, certainement en tentant de fuir. Vu la taille du parc, il est difficile de savoir où ils ont été abattus. Ils étaient peut-être même dans l'eau, ce qui a permis de laisser aucune trace. Il a plu plusieurs fois depuis la disparition du couple et les marées de la rivière ont effacé tout indice éventuel. Aucune douille n'est retrouvée et les balles ont traversé les corps des victimes. Des cartouches de calibre 22 sont retrouvées dans les environs, mais elles ont sûrement été laissées là par des chasseurs. D'après les policiers, les faits se sont produits de cette façon. David repasse prendre Robin vers minuit 30 le dimanche 20 et les meurtres ont lieu entre ce moment-là et 5h30 du matin. Le tueur les a surpris en train de batifoler et les a obligés à sortir du véhicule. Il abat Robin et David tente de s'enfuir, d'où sa blessure à l'épaule. Une fois neutralisé, il est achevé d'une balle dans la tête. Ils sont ensuite jetés dans la rivière. Mais qui et pourquoi? On n'a pas retrouvé le portefeuille de Robin, mais il peut avoir été emporté par le courant. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles ils auraient été tués lors d'un deal de drogue qui a mal tourné. Rumeurs très vite reconnues sans aucun fondement. Une autre piste plus sérieuse apparaît. David avait reçu des menaces de mort peu avant les meurtres. Les personnes responsables de ces menaces sont retrouvées et également mises hors de cause. Un groupe de travail est créé et 5 000 $ de récompenses sont mis sur la table pour obtenir des informations. Certains voient déjà des similitudes avec le premier couple assassiné, mais cela reste lettre morte. Plus de pistes, aucun indice, on ne sait même pas où ils ont été tués. Le mystère reste entier et un autre couple va disparaître. Le 9 avril 1988,
Cassandra Lee Haley, 18 ans, et surnommée Sandra ou Sandy, a son premier rendez-vous avec Richard Cole, 20 ans, qui préfère qu'on l'appelle Keith, qui est son deuxième prénom. Car comme c'est courant aux États-Unis, il a le même prénom que son père et veut se différencier de lui. Tous les deux sont étudiants à la Christopher Newport University. Keith vient de rompre avec sa petite amie et a accepté ce rendez-vous avec Sandy. Il vient la chercher pour aller au cinéma et promet de la ramener pour 2 heures du matin au plus tard. Mais en réalité, ils se rendent à une fête où leur attitude n'est pas très chaleureuse. Ils papotent chacun de leur côté avec leurs amis respectifs, ne semblent pas du tout amoureux et se parlent à peine. Personne ne les voit quitter la fête. La dernière fois qu'ils sont vus est notée à 1h30 du matin. Ils sont certainement partis peu après pour le couvre-feu de Sandy qu'elle respecte toujours. Mais pas cette fois. Quelques heures plus tard, à 7h15, Richard Cole père, qui est en route pour son travail dans une brasserie, voit la Toyota Celica rouge de son fils garée le long de la Colonial Parkway à peine 3 km à l'est de la première scène de crime. Il est certain que c'est la voiture de son fils, car c'est son épouse et lui-même qui lui avaient offert à l'occasion de l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Il s'approche du véhicule et ne voit personne. Par la vitre, il voit le sac de Sandy et la montre de Keith et quelques canettes de bière. Il se dit que les deux jeunes sont allés se balader main dans la main pour profiter du paysage. Après tout, son fils est adulte et fait ce qu'il veut. Il repart donc vers son travail. 2 heures passent et un park rangers trouve également la voiture. Mais cette fois, la portière conducteur est ouverte. La boîte à gants est aussi ouverte. Les chaussures de Keith se trouvent près de la pédale de frein. En plus du sac de Sandy déjà présent quand Richard Cole est passé, il y a des lunettes, les clés de la voiture, le portefeuille de Keith et des vêtements appartenant aux deux jeunes soigneusement pliés, ainsi qu'une des chaussures de Sandy. Ces objets ont été placés entre 7h15 et 9h15. Inutile de vous dire que le père de Keith va passer toute sa vie à regretter de ne pas avoir cherché son fils quand il a trouvé la voiture. Des empreintes sont relevées dans la voiture et les recherches commencent. Keith mesure 1,80 m et le siège conducteur de la voiture est trop avancé pour lui. Cela signifie que quelqu'un de plus petit l'a conduite. La boue sur les pneus prouve que le véhicule est allé dans un autre endroit avant. L'endroit où la Toyota est retrouvée est sec, et cette boue provient d'un autre lieu très humide. Des chiens pisteurs suivent la piste de Sandy et Keith à l'ouest d'où la voiture se trouvait. Cela ne permet pas de les retrouver. Les hélicoptères survolant la zone non plus. Les park rangers pensent qu'ils sont allés se baigner et ont été emportés par le courant. Les familles ne croient pas en cette version. La nuit était très froide et l'eau encore plus. Keith n'est pas du genre à se rendre dans des endroits sombres où il n'y a personne. C'est un garçon prudent. Et comment expliquer l'apparition des objets dans la voiture après le passage du père de Keith? Quand le FBI reprend les rênes de l'affaire, les indices ont été pollués par les park rangers qui ont touché et déplacé les indices, rendant les relevés d'empreintes inexploitables. Les recherches pour les retrouver sont officiellement terminées quelques semaines plus tard. Le FBI pense que cette affaire est reliée aux 2 premières. Une récompense de 10 000 $ est offerte, y compris pour des informations concernant les affaires précédentes. Le FBI annonce publiquement que les membres de la communauté sont en danger. Jusqu'à ce jour, aucune trace de Keith et Sandy n'ont été retrouvées. Malgré l'avertissement du FBI, un autre couple va vivre l'enfer. Daniel Lower a 21 ans et vit dans le comté d'Amelia en Virginie. Le week-end du Labor Day 1989, il est en visite chez son frère Clinton et sa petite amie Anna Maria ou Anna Phelps qui a 18 ans. Ils vivent à Virginia Beach. Clinton et Anna proposent à Daniel de venir vivre avec eux et Daniel accepte car il a besoin de changement dans sa vie. L'emménagement est prévu pour la semaine suivante. Daniel prévoit de retourner à Amelia chercher des affaires chez ses parents. Anna demande si elle peut l'accompagner afin de rendre visite à sa propre famille qui vit là-bas aussi, ce que Daniel accepte avec plaisir. Le lundi 4 septembre, ils arrivent à Amelia après 2 heures de route. Anna va dans sa famille et Daniel rassemble ses affaires. Ils quittent ensemble la maison de la famille Lower à 23h15 dans la Chevrolet Nova Or de 1972 de Daniel. Les heures passent et Clinton s'étonne de ne pas les voir arriver. Il appelle un de ses amis et ils partent tous les deux faire le trajet prévu par Daniel pour revenir à Virginia Beach. Peut-être sont-ils tombés en panne sur le chemin et ont-ils besoin d'aide. Au bout de quelques heures de recherche, force est d'admettre qu'ils ne sont pas là et Clinton rentre bredouille. Le lendemain, la voiture de Daniel est retrouvée abandonnée sur une aire de repos. Elle est dans le sens contraire de la direction qu'ils ont prise pour repartir, et elle est garée à moitié sur l'accotement et à moitié sur la route.
Les clés sont encore sur le contact et des plumes attachées à des pinces appartenant à Anna sont pendues bien en évidence sur la vitre du conducteur qui est entr'ouverte. La voiture est en parfait état de marche et le réservoir est plein aux 3/4. De mauvaises herbes et des taches de terre montrent que le véhicule a roulé dans une zone boisée alors que le trajet prévu par le duo est constitué uniquement de routes bitumées. Toutes les affaires que Daniel a emportées sont bien présentes, à part quelques objets sans valeur et une centaine de dollars donnés par son père avant son départ. Une fois encore, les chiens pisteurs et les hélicoptères partent à la recherche des jeunes gens, sans succès. Il faut attendre le 19 octobre 1989 pour retrouver leur corps à 3 kilomètres de l'endroit où la voiture a été découverte. Ce matin-là, vers 8 heures, 2 chasseurs les ont trouvés couverts d'une couverture appartenant à Daniel près d'un sentier. Et le tout se trouve le long de la route menant au Colonial Parkway. Sur le même sentier, la police trouve un médaillon appartenant à Anna. A-t-il été arraché lors de l'enlèvement, ou Anna l'a-t-elle laissé exprès dans l'espoir qu'on la retrouve? Ou le tueur l'a-t-il laissé là pour narguer les autorités? Nul ne le sait. L'état de décomposition des corps ne permet leur identification que grâce à leurs empreintes dentaires, et les causes de la mort sont difficiles à établir au vu de leur état. Les corps sont confiés à des anthropologues de la Smithsonian Institution afin d'établir les causes du décès à l'aide de radiographies et d'examens microscopiques. Il est clair qu'Anna a reçu des coups de couteau à l'abdomen et a une coupure au niveau du pouce. On suppose que Daniel est mort de la même façon. Selon les analyses, les décès ont eu lieu peu après leur départ de la maison familiale Delaware. Détail étrange, Anna portait les chaussures et une chaussette de Daniel. Le portefeuille d'Anna n'a pas été retrouvé. Pas plus que leur assassin. Ces 4 couples sont ceux qui sont regroupés sous le nom des meurtres de la promenade coloniale. Voyons ce qu'ils ont en commun. Bien sûr, le plus visible, ce sont des couples qui sont visés. 6 des 8 victimes étaient âgées de 18 à 21 ans. Kathleen Thomas en avait 27, mais paraissait plus jeune. A contrario, Robin en avait 14, mais paraissait plus âgée. Les lieux du crime sont proches, dans un rayon de 32 kilomètres. Le premier et le troisième se sont produits à moins d'1,5 kilomètre l'un de l'autre. Les corps de Daniel et Anna ont été retrouvés à moins de 8 kilomètres de ceux de Robin et David. Dans tous les cas, les victimes ont été obligées à quitter leur véhicule, même si Cathy et Rebecca y ont été remises ensuite. Maintenant, voyons les différences entre ces affaires. Il manque la signature d'un seul tueur. La manière de tuer les victimes n'est pas la même. Une fois étranglées et égorgées, une fois abattues avec une arme à feu, et une fois on ne retrouve aucun corps, et la dernière des coups de couteau dans l'abdomen. Malgré cela, une analyse du FBI révèle qu'il est statistiquement peu probable que 4 tueurs aient agi dans ce court laps de temps dans cette zone restreinte. Quand on leur parle des différents modes opératoires, ils répondent que c'est peut-être une tactique du tueur pour perturber les enquêteurs. Par contre, une théorie voit le jour. Le tueur se serait fait passer pour une personne d'autorité comme un policier. Ou pire encore, il s'agit d'un véritable policier. Tous les véhicules ont été retrouvés avec la vitre conducteur entr'ouverte comme on le fait pour parler à une personne, et les portefeuilles des victimes sont sortis comme pour montrer leurs papiers. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi les victimes sont sorties du véhicule et ont accompagné l'assassin sans résister. Le tueur pourrait aussi être habillé comme un park ranger ou en étreint. Certains pensent même à une plus haute autorité. Il pourrait s'agir d'un agent de la CIA ou se faisant passer comme tel. Pourquoi, me direz-vous, à quelques kilomètres à peine des lieux des crimes se trouve une antenne de la CIA. Autre possibilité, pas de policiers mais 2 tueurs permettant de contrôler les 2 victimes en même temps. Cette théorie est valable pour les couples qui se sont arrêtés dans un coin tranquille pour se faire des papouilles, mais ça ne marche que pour 2 couples sur les 4. En effet, Kees et Sandra ne se sont pas du tout montrés affectueux l'un envers l'autre et sont partis juste à l'heure pour ramener Sandra à temps pour son couvre-feu. Et Kees n'est pas fan des endroits sombres et isolés. Il y a aussi Daniel et Anna qui ne sont pas en couple et sont juste en route pour retourner à Virginia Beach. Quant à David, il a été probablement blessé à l'épaule en tentant de fuir, ce qui discrédite un peu plus l'idée de 2 tueurs. Qui pourrait les forcer à s'arrêter si ce n'est une personne d'autorité? De nombreuses personnes sont interrogées sans que qui que ce soit inculpé. Et en grattant, les agents du FBI se rendent compte que d'autres affaires peuvent être liées au même tueur. 2 ans avant les meurtres de Cathy et Rebecca, un couple est assassiné dans des circonstances assez similaires. Mike, Margaret et Donna Hall partent le vendredi 17 août 1984 à 23h45 pour aller camper et ont prévu de revenir le dimanche dans la soirée, ce que bien sûr ils ne font pas.
Le 21 août, un dentiste retraité promène son chien sur un sentier rural de Richmond. C'est là qu'il voit une Jeep qui semble abandonnée, à moitié cachée dans des feuillages avec les portières grandes ouvertes, les clés sur le contact et il y a du sang séché sur le siège passager. 20 mètres plus loin, il trouve les 2 corps sous une couverture à carreaux rouges. Donna n'a plus de chaussures aux pieds. Il n'y a aucun signe de bagarre. Selon l'autopsie, le couple a été drogué au Démérol et égorgé entre 1h et 2h du matin le 19 août. Le tueur s'est plus que probablement blessé car un groupe sanguin n'appartenant à aucune des victimes est retrouvé un peu partout sur la scène de crime, comme si l'assassin avait cherché quelque chose après s'être blessé. Personne n'a jamais été inculpé ni même soupçonné dans cette affaire, malgré une récompense de 15 000 $ pour toute information. 2 autres meurtres qui ne sont pas des meurtres de couple attirent tout de même l'attention. Brian Pettinger, 25 ans, est un ancien soldat qui vit depuis 3 ans avec son épouse à Newport News. Il avait travaillé précédemment comme agent de sécurité pour un certain Ron Little. Retenez bien ce nom. Brian a décidé de changer de métier et souhaite devenir professeur de danse. Pour ce faire, il prend des cours dans un club de danse à Hampton. Le 4 septembre 1987, il y a une fête au club, mais Brian n'y reste pas longtemps et quitte la fête dans son véhicule. Son épouse signale sa disparition le soir même. 2 jours plus tard, son véhicule est découvert abandonné dans un parking. Aucune trace de Brian n'est retrouvée aux alentours. Son corps est découvert le 1er février 1988 par des pêcheurs. Il flotte sur la rivière Shukatuk qui communique avec la rivière James. Les policiers pensent d'ailleurs d'après le courant que c'est dans la rivière James qu'il a été jeté. Il n'est vêtu que d'une chemise et de ses chaussettes. Ses chevilles et ses poignets ont été attachés et il y a des traces de ligature autour de son cou. Un coup lui a été porté à la tête avec un objet contondant et il s'est ensuite noyé. Pour la deuxième victime, il s'agit de Laurie Powell, 18 ans, qui vit à Gloucester et qui a aussi travaillé un moment pour Ron Little. Actuellement, elle travaille pour sa mère dans un magasin de vidéos du centre commercial d'Edge Hill. Le 8 mars 1988, elle est en voiture avec son petit ami et une dispute éclate. Elle quitte la voiture et décide de rentrer à pied. Son petit ami la laisse là, mais pris de remords, il revient 45 minutes plus tard la chercher mais ne la trouve nulle part. Elle est portée disparue par sa famille. Le 2 avril 1988, son corps nu est trouvé dans la rivière James. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans le dos. Bien entendu, le petit ami est suspecté, mais rien ne permet de l'inculper. Ces 2 affaires restent non résolues. La dernière affaire potentiellement liée aux autres meurtres est celle de Laura Winans, 26 ans, surnommée Lolly, et Juliana Williams, 24 ans. Le couple s'en va le 19 mai 1996 avec leur chien Taj pour faire du camping dans le parc national Shenandoah. Le 24 mai, elles renouvellent leur permis de camping et semblent heureuses de leur séjour. Elles comptent rester encore une semaine car après, Julie commence son nouvel emploi et Lolly doit se rendre à un mariage. Le 1er juin, les 2 femmes sont retrouvées assassinées. L'une d'elles à l'intérieur de la tente et l'autre se trouve à l'extérieur. Elles sont dévêtues mais n'ont pas été agressées sexuellement. Leurs poignets et chevilles sont attachés et elles ont été égorgées. Sur le ruban adhésif qui recouvre la bouche d'une des victimes, il y a des cheveux n'appartenant pas aux jeunes femmes. Un gant, certainement celui du tueur, est retrouvé sur les lieux. Les dates de décès sont estimées entre le 28 et le 29 mai. Le chien Taj erre sur la scène de crime et le vol n'est pas le mobile. Au départ, le chef des park rangers se soutient à la thèse qu'il s'agit d'un meurtre-suicide. Théorie bien entendu impossible et rejetée par la police. Contrairement aux autres affaires, un suspect est rapidement appréhendé. Il s'appelle Darrell David Rice. Il a été arrêté pour avoir tenté d'enlever une femme qui faisait du vélo. Dans son véhicule, il a du matériel pouvant servir à attacher des personnes. L'homme est désagréable, homophobe et misogyne. Vu qu'il coche pas mal de cases, il est accusé des meurtres. Mais voilà, il était bien dans le parc, mais pas pendant les dates estimées des meurtres. Il l'a quitté le 26 mai. Et coup de grâce, son ADN ne correspond pas à celui retrouvé sur les lieux. Les accusations contre lui sont abandonnées en 2004. L'affaire n'a pas progressé depuis. Voilà pour les faits. Parlons maintenant des suspects. Autant vous le dire tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un certain Ron Little, pour qui 2 victimes ont travaillé. Ron est un Néo-Zélandais venu en 1985 aux États-Unis pour créer sa société de sécurité Liberty Security. En 1989, il écrit une étrange lettre de 7 pages au sujet des crimes. Lettre qu'il a partagée avec les médias.
Il se plaint dans ce courrier décousu d'être harcelé par le FBI et d'autres agences du même genre qui l'accusent des crimes des couples commis à la promenade et des crimes de Brian Pettinger et Lori Powell. Ce courrier étonne le FBI qui enquête bien sur lui, mais à propos d'achat d'armes, et surtout parce qu'il a menti pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Il a caché le fait qu'il a été condamné en Nouvelle-Zélande pour vol de voiture, cambriolage et possession de drogue. Il est remballé vite fait dans son pays d'origine en août 1989. Certains ont crié au scandale car il est suspect dans cette série de meurtres et il est maintenant hors de portée de la justice. Mais ces voix se sont tues quand Daniel et Anna se sont fait tuer quelques mois après le départ de Ron. En 2010, les choses ne progressant pas, les familles engagent le détective Steve Spingola, qui est un ancien policier de Milwaukee. Et selon lui, les meurtres n'ont pas été commis par un tueur en série. Il s'agit de plusieurs tueurs. Les 2 couples de femmes ont été tués par un assassin homophobe qui se trouvait là par hasard, au bon endroit et au bon moment. David Noblings et Robin Edwards ont été tués lors d'un vol alors que rien n'a été volé. Anna et Daniel ont été exécutés par un professionnel suite à un règlement de compte. Par qui et pourquoi? Mystère. Et pour les autres, il ne sait pas. Je ne dis pas du tout qu'il s'agit du même tueur pour tous, je n'ai aucune certitude. Mais certains mobiles avancés par le détective me semblent un peu dénués de preuves. En 2018, le frère de Kathleen Thomas, qui tient une page Facebook sur l'affaire, a annoncé que le FBI étudiait les ADN trouvés sur les lieux des crimes. Rien n'a été annoncé à ce jour comme résultat. Peut-être exploite-t-il le récent ADN généalogique et espère que des membres de la famille du ou des tueurs figureront un jour sur cette liste. Le frère de Cathy dit « Pour moi et ma famille, il n'a jamais été question de poursuite. Je me fiche qu'il soit mort. Je veux savoir qui il est. » Le détective Steve Spingola a écrit Predators on the Parkway, où il expose sa thèse des tueurs multiples. Quant à Blaine L. Pardo et Victoria R. Esther, ils ont sorti le livre A Special Kind of Evil de Colonial Parkway Serial Killings. Alors selon vous, ces jeunes couples ont-ils eu affaire à un seul et même prédateur, ou plusieurs monstres sont-ils encore en liberté?